Bonjour à tous et à toutes. Alors, il me fait plaisir de vous présenter donc quelques résultats en lien avec mon doctorat à l'École Polytechnique de Montréal. Et mon doctorat porte plus généralement sur l'analyse des risques, tous les risques lors des interventions en espace clos. Et donc la présentation que je vous fais reprend juste une partie des résultats. Et je vais parler plus particulièrement des risques atmosphériques, donc les intoxications, les asphyxies et les risques d'explosion et la réduction de ces risques-là. Donc on va parler de ventilation, mais pas que, je vais aborder aussi d'autres thèmes qui sont liés. Il y a souvent un décalage entre ce qui est prescrit dans la réglementation et par même les organismes et ce qu'on voit sur le terrain. Donc c'est ça que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous faire remonter un certain nombre d'observations. Donc l'objectif, c'est de faire remonter certaines lacunes qu'on a pu observer et qu'on a pu analyser dans les rapports d'accident. Donc le travail en espace clos est largement réglementé au Québec et puis dans la plupart des pays industrialisés. Au Québec, c'est dans le RSST, comme vous le savez sûrement, et la définition donc, est présentée à l'article 1. Donc c'est tout espace qui est totalement ou partiellement fermé et qui reprend trois conditions. Il n'est pas conçu pour être occupé par des personnes, on peut n'y accéder ni sortir que par des voies restreintes, et il présente des risques, et notamment des risques atmosphériques. C'est ceux auxquels on pense en premier lorsqu'on pense aux espaces clos en général. Donc, le règlement nous donne quelques exemples, je vous ai mis quelques photos. Donc, on peut retrouver des cuves, des citernes de camions, des puits d'accès. Ça peut aussi prendre en compte les vides sanitaires, etc. etc. Donc, les espaces clos, c'est un thème assez vaste qui reprend beaucoup de types d'espaces et d'interventions. Ce travail est également réglementé par les normes, notamment la norme CSA Z1006 au Canada. On parle encore aujourd'hui des espaces clos, des interventions en espaces clos. C'est un thème qui est largement documenté, qui est largement repris dans la littérature, mais j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a encore des besoins de prévention, et notamment on le voit lorsque on regarde les analyses d'accidents. Là, je vous ai mis des chiffres issus de ma revue de la littérature sur des accidents qui ont lieu aux États-Unis, et uniquement des statistiques sur les risques atmosphériques. Donc vous pouvez voir qu'entre 1992 et 2005, tous secteurs confondus, Wilson et ses collaborateurs ont trouvé qu'il y avait en moyenne 38 morts en espace clos liés à des intoxications ou des asphyxies. Également, plus de 85% des intoxications au sulfure d'hydrogène ont lieu dans des espaces clos. Ça représente 80 décès sur la période mentionnée. Également, en moyenne, 2,5 morts par année liées à des explosions dans des espaces clos sur la période 1993-2010. Et plus spécifiquement lié au secteur agricole, une étude qui a eu lieu sur une longue période, 1964-2010, montre qu'il y avait en moyenne, et c'est une estimation basse parce que c'était difficile de retrouver tous les accidents, il y avait 27 morts par année dans le secteur agricole, dans des espaces clos, donc des silos, des fosses et des pré-fosses, des mélangeurs à foin, ce genre d'espace clos. Plus particulièrement lié à la ventilation, c'est l'article 302 du RSST qui nous donne des indications. Donc par la ventilation, il va falloir maintenir des conditions atmosphériques acceptables. Je vous ai mis les trois principaux critères. Donc pour l'oxygène, être entre 19,5 et 23%. Pour les gaz inflammables, être en dessous de 10% de la limite inférieure d'explosivité, et pour les contaminants de manière générale, respecter les normes prévues à l'annexe 1. C'est des chiffres qui sont relativement standards et qu'on retrouve dans la plupart des pays à quelques variantes près. Si la ventilation n'est pas suffisante, comme ça peut arriver parfois, il va falloir associer d'autres moyens comme les protections respiratoires, et puis il va également falloir s'appuyer sur les mesures de gaz pour prouver que notre ventilation et les conditions atmosphériques sont acceptables. En termes de ventilation, donc je pense qu'on a fait un peu le tour aujourd'hui, mais la particularité des espaces clos, c'est que la ventilation naturelle est la plupart du temps insuffisante. C'est très rare que la ventilation naturelle va suffire, sauf pour certains types d'espaces clos très particuliers, ou certaines conditions très particulières où on a des courants d'air, disons. Donc il va falloir soit faire de la dilution générale, c'est souvent ce qu'on voit. Donc on va faire entrer de l'air frais dans l'espace clos et diluer finalement les contaminants, ou alors faire une extraction, une captation à la source lorsque notamment on va faire des interventions du type soudage, coupage, où on va générer des contaminants. Et comme l'espace clos est souvent confiné et de petite taille, pas toujours, mais ça arrive souvent, les concentrations augmentent très rapidement, donc il va falloir faire de l'extraction. Souvent, il va falloir faire les deux pour avoir une ventilation efficace. Les principaux éléments qui influencent la ventilation, je ne les ai pas tous mis, mais la plupart qu'on retrouve souvent, ça va être le volume de l'espace clos. Parce qu'un espace clos, oui, ça peut être petit, mais ça peut être aussi très grand. Un silo, c'est un très grand volume, il va falloir le prendre en compte. Les vides sanitaires aussi, par exemple, ce sont des espaces clos parfois, et il va falloir prendre en compte le volume de l'espace clos. Le type de contaminant est également important sur le montage de ventilation, le système de ventilation qu'on va mettre en place. Si le contaminant est lourd, il va se retrouver au fond de l'espace clos, il va falloir y penser. S'il est plus léger que l'air, comme les gaz inflammables, il va falloir également le prendre en compte, notamment lors de l'ouverture de l'espace clos, si c'est une ouverture par le haut. La capacité des ventilateurs est un élément important et la lecture des gaz aussi. Tout ça pour dire que
faire de la ventilation en espace clos, il faut prendre beaucoup de facteurs en compte pour faire une ventilation efficace. Et la problématique, c'est ce que j'ai mis sur le deuxième point ici, c'est que lorsqu'on fait de la ventilation en espace clos, c'est toujours une installation temporaire. Parce qu'on vient faire une intervention, on installe son système de ventilation et puis on repart. Donc ça amène un certain nombre de difficultés, comme par exemple faire attention où est-ce qu'on prend l'air. Il va falloir que l'air soit hors de toute contamination. Ça, c'est des choses qui sont relativement connues et documentées. Également, faire attention de ne pas créer de poche d'air à la sortie de l'espace clos. Parce qu'il y a des entrées d'espace clos qui sont dans des locaux techniques, par exemple, fermés. Donc on va ventiler, puis on va faire ressortir les contaminants. Il va falloir faire attention de ne pas créer des conditions dangereuses à ce niveau-là. Également, c'est ce que j'ai mis avec les schémas, donc les deux schémas qui sont à droite, bien maîtriser les circuits de ventilation. C'est une installation temporaire, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on fait notre ventilation. Dans le cas d'en haut, le ventilateur est mis à la sortie de l'espace clos, donc c'est de l'extraction. Si on fait ça, il ne va pas se passer grand-chose. Dans le deuxième cas, en dessous, ça va être un peu mieux. Si on met un conduit et qu'on va, disons, capter là où il faut, on va capter les contaminants au bon endroit, puis on va créer des mouvements d'air aussi dans l'espace clos. Ce que je vous disais aussi, ici, je vous ai mis un exemple de vide sanitaire dans une université. Ce vide sanitaire-là est un espace clos parce qu'il n'est pas conçu pour être occupé par des personnes. L'accès était restreint, il présentait des risques. Comment est-ce qu'on fait pour ventiler cet espace clos? Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser les risques atmosphériques avant d'entrer? On ne voit pas très bien sur la photo, mais le vide sanitaire faisait une centaine de mètres de profondeur. Et lorsque la personne est intervenue, son détecteur de gaz a sonné, il y avait une poche de contaminants entre des gravats et des débris. Donc ce n'est pas forcément évident, il va falloir réfléchir avant d'entrer, ce n'est pas toujours mettre le dock à l'intérieur de l'espace clos et puis faire de la dilution. Quelques mots sur l'origine des résultats liés à mon doctorat. Finalement, ce que je vous disais, c'est que moi je me suis intéressé un peu plus largement aux espaces clos, à l'analyse de risques lors des interventions en espace clos. Donc également les risques de chute, les risques mécaniques, les risques électriques, etc. Et donc la démarche était un petit peu de voir ce qui se faisait dans la littérature, ce qui se faisait dans l'entreprise au niveau de l'analyse de risque, et puis après de proposer une démarche plus adaptée aux interventions en espace clos que ce qui était proposé de manière générale, en prenant en compte la globalité des risques et l'interaction entre les risques aussi. Les résultats, donc ça permettait d'avoir des connaissances appliquées en analyse de risque pour les espaces clos et de surtout favoriser la communication des risques et de permettre aux intervenants de prendre les bonnes décisions pour réduire les risques en prenant les bons facteurs de risque lors des interventions. Au niveau de la méthodologie des résultats que je vous présente par la suite, donc premièrement l'analyse des accidents graves et mortels au Québec dans les espaces clos. Je me suis servi de la base de données de la CSST entre 1998 et 2011. C'est juste les accidents graves que je vous présente parce que les autres types d'accidents qui sont déclarés sont très difficiles à retracer parce qu'on n'a pas les bons critères de recherche dans les bases de données. Donc c'est juste les accidents mortels que je vous présente. Et il y a 32 rapports d'accidents qui ont été retenus sur cette période, ce qui représente 4% des rapports étudiés. Ce qui n'est pas négligeable quand même par rapport à l'ensemble des problématiques SST qui existent. Également une analyse de la littérature. Le sujet du travail en espace clos est très documenté. 82 documents ont été retenus, plus particulièrement en lien avec mon sujet, des normes, des livres et des guides. Il y a beaucoup de guides qui existent sur le sujet. Ensuite, la deuxième partie, c'était d'aller sur le terrain. Donc on allait récolter des informations dans 15 organismes différents. On a essayé de varier un petit peu les situations d'observation, et puis également les saisons lorsqu'on a fait les visites pour varier un peu les types d'interventions. On a rencontré les conseillers SST des entreprises qui étaient accompagnés avec des travailleurs et des gestionnaires pour avoir des rencontres paritaires. Et on a fait des entretiens, donc semi-dirigés dans un premier temps, pour savoir comment est-ce qu'ils s'étaient organisés. On a vu des organismes qui s'étaient organisés en termes de gestion des risques lors des interventions en espace clos. C'était un des critères. Donc ils avaient fait des choses, ils avaient un recul par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et donc nous, on est allé chercher des informations sur c'était quoi leur programme, comment ils ont mis en place la formation, la sous-traitance, les permis d'entrée, les moyens de réduction du risque, qui nous intéressent un peu plus aujourd'hui, et les mesures de sauvetage notamment. Et après, on allait confronter donc les données qu'ils nous ont données avec la réalité du terrain où on a fait des observations d'intervention et on a regardé les permis de travail, les moyens de réduction du risque qui étaient mis en place, la ventilation notamment. Par rapport à l'échantillon des 15 organismes obtenus, comme je vous disais, on a essayé de varier un petit peu les visites. Donc vous pouvez voir qu'on a vu autant des entreprises du secteur public que du secteur privé parce qu'on sait que les contraintes ne sont pas forcément les mêmes au niveau matériel. Et on a essayé de varier également les secteurs d'activité. Donc on a vu le secteur de l'administration publique notamment, donc tout ce qui est traitement des eaux, égouts en particulier, la transformation du pétrole bien sûr, donc tout ce qui est réservoir de pétrole, l'enseignement, les universités qui possèdent aussi beaucoup d'espaces clos dans leur campus, la fabrication d'équipements, la production d'énergie, le transport et l'entreposage, donc ça c'est surtout les citernes de camions. Mais également on a varié les visites en termes de taille d'entreprise
pouvez voir qu'on a vu autant des entreprises de moins de 50 employés que de plus de 500 employés. Pareil en termes de nombre d'espaces clos, des entreprises qui possèdent moins 50 espaces clos, des entreprises qui en possèdent plus de 500. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes contraintes et la même réalité. Et également en termes de nombre d'entrées par année, où on pouvait faire parfois juste 2 ou 3 entrées par année, et dans d'autres entreprises plus de 500, et donc les moyens ne vont pas être les mêmes. Comme je vous disais, c'est des entreprises qui avaient un certain recul par rapport à leur programme et leur gestion des risques en espace clos. 3/4 des entreprises avaient un programme de plus de 5 ans. Et enfin, pour terminer, les types d'espaces clos que nous avons observés allaient du vide sanitaire, comme je vous ai présenté tantôt, aux réservoirs, aux citernes de camions, aux conduits ou aux locaux techniques, par exemple. Vous pouvez voir qu'il y a une certaine variation. On a essayé de varier le type d'espace clos. Donc, il y a des espaces clos qui allaient jusqu'à 10 mètres de profond et 30 mètres de pénétration horizontale, d'autres où c'était beaucoup plus restreint et l'entrée était proche de l'endroit où on faisait l'intervention. Donc les résultats. Je vais d'abord vous présenter les accidents donc, mortels. De façon générale, les 32 événements que nous avons retenus sur la période, qui ont lieu en espace clos, ont conduit à 40 décès. Ce qui conduit... L'originalité de ces résultats, c'est qu'on a beaucoup de résultats aux États-Unis ou ailleurs, mais au Québec, on n'avait pas de résultats compilés pour nous ici, donc c'est un peu l'originalité de ces résultats-là. Ça a conduit donc à 40 décès pour 3 morts en moyenne par année. Vous pouvez voir qu'il y a 4 événements qui ont conduit à 2 décès et 2 événements qui ont conduit à 3 décès, donc des décès multiples parfois. C'est des décès multiples dans des situations où il va y avoir du sauvetage improvisé notamment, et 15% des décès sont liés à des tentatives de sauvetage qui ont été improvisées. C'est un petit peu moins que ce qu'on retrouve dans la littérature, mais la différence de nos données ici, c'est que nous, on a pris en compte tous les risques lors des interventions en espace clos. Donc on a également des risques liés des risques mécaniques, des risques d'ensevelissement, ce qui n'est pas toujours fait aux États-Unis. On va surtout focuser sur les risques d'intoxication. Et vous pouvez voir que ça touche à la fois des propriétaires agricoles, des gestionnaires, des opérateurs et également des tierces personnes qui vont vouloir intervenir. Si on s'intéresse plus particulièrement aux risques atmosphériques, on se rend compte que les risques atmosphériques sont la première cause de décès en espace clos. Ce n'est pas une surprise, on s'attendait à ça. Mais la spécificité... Le sulfure d'hydrogène ressort beaucoup comme agent de contamination. Mais la spécificité qui est intéressante ici, c'est que c'est ces accidents-là qui ont conduit à des décès multiples, particulièrement. On a une moyenne de 1,7 décès par événement lorsqu'on considère juste les risques atmosphériques. Ça, c'est lié au fait que c'est un risque qui est invisible et que toutes les personnes qui vont vouloir entrer dans l'espace clos, ils vont être exposées au risque, contrairement à un risque mécanique, par exemple, sur une turbine, etc. Là, la personne qui rentre est exposée et peut directement être décédé. Donc ça, c'est une particularité également. Donc les tentatives de sauvetage, 85% des tentatives de sauvetage mortelles étaient liées à un risque atmosphérique. Si on s'intéresse au secteur d'activité au lieu où ont lieu ces accidents, si on prend en compte tous les décès, le secteur agricole ressort en premier, notamment à cause des silos à grains, où il y a eu beaucoup d'ensevelissement dans des silos à grains au cours des dernières années, également dans le traitement des eaux et également dans les mines. Là, ce que je veux faire, c'est une comparaison. Si on retient juste les accidents avec des risques atmosphériques, on se rend compte qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage. Donc les risques atmosphériques touchent beaucoup de secteurs d'activité. Il n'y a pas de tendance particulière qui se dégage, contrairement, par exemple, au risque d'ensevelissement qui touche principalement le secteur agricole. Donc c'est un résultat qui confirme que les risques atmosphériques, c'est une problématique large qui concerne tout le type d'espace clos. Ça va des silos à grains jusqu'aux citernes de camions. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces accidents? C'est que dans la plupart de ces accidents-là, l'analyse de risque n'était pas faite. On n'avait pas pris en compte les risques qui étaient présents. Les personnes qui sont intervenues n'avaient pas conscience qu'il y avait des risques, et notamment des risques atmosphériques. Forcément, ça a conduit à des planifications et des mesures de contrôle des risques inadéquats ou inexistantes. Et pas de ventilation dans ces cas-là, pas de mesure de gaz. Donc, ça montre qu'il reste encore du travail de prévention à faire. Et ça, c'est quand même relativement étonnant parce que si on regarde tous les documents que j'ai retenus dans ma revue littérature, les risques les plus cités, sans surprise, sont les risques atmosphériques. Donc, c'est des risques qui sont largement identifiés lorsqu'on parle d'intervention en espace clos. Vous pouvez voir que 74 documents sur 82 parlaient d'intoxication. Et donc, malgré ça, il reste encore des problématiques de prévention et de sensibilisation par rapport à ce sujet. Autre élément intéressant dans ces accidents, c'est l'interaction entre les risques. Je vais prendre un exemple, le premier, c'est qu'il y a un accident qui a été comptabilisé comme une chute de hauteur, sauf que le problème, ce n'était pas forcément la chute, c'était l'intoxication. La personne, lorsqu'elle est rentrée dans l'espace clos, lorsqu'elle descendait à l'échelle, elle a été intoxiquée, et cette intoxication a fait chuter la personne, c'est la chute qui a été mortelle. Sauf que bon, il y a une interaction entre les risques qu'il faut prendre en compte, et c'est une spécificité du travail en espace clos. Par rapport aux observations de terrain,
Si on regarde les programmes de gestion que nous avons recueillis, on se rend compte que tout ce qui est détection des gaz, ventilation, EPI, notamment respiratoire, sont largement pris en compte. Il y avait 14 organismes sur 15 qui le prenaient en compte. Donc ils étaient sensibilisés au sujet, ils avaient prévu des mesures, ils avaient acheté le matériel, les équipes l'utilisaient. Mais ce qui est intéressant, c'est à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on allait sur le terrain, on se rendait compte que oui, les personnels avaient le matériel de ventilation dans le camion, sauf qu'ils ne l'utilisaient pas forcément toujours et qu'il n'y avait pas beaucoup d'indications sur comment l'utiliser. C'était quoi la configuration qu'il fallait mettre en place? Comme je l'expliquais tantôt, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. La nature du contaminant est un élément important à prendre en compte. Donc les personnes avaient le matériel, ils savaient qu'il fallait ventiler, mais ils n'avaient pas le temps de ventilation, avant l'intervention, forcément, comment l'installer. Et ça, c'est juste dans 4 sur 14 permis où il y avait des indications un petit peu plus précises, notamment le temps de ventilation avant d'entrer. Donc là, il y a quand même un décalage sur... On s'est rendu compte que la ventilation en espace clos, c'était quelque chose de relativement complexe. On est dans des installations temporaires, on change de risque à chaque intervention. Et là, on se retrouve avec des permis d'entrée qui ne donnent pas beaucoup d'informations. Donc là, ce qui va se passer, c'est que c'est l'intervenant et c'est la formation de l'intervenant qui va faire la différence. Si la personne est sensibilisée, au risque et a les compétences pour le faire, ça va être bien fait. Si la personne n'a pas les compétences, là, c'est just too bad, c'est débrouille-toi et fais comme tu peux. Au niveau de la détection des gaz, également, on a vu un certain nombre de difficultés. La détection des gaz permet de valider si la ventilation était bien faite, notamment. Et là, on s'est rendu compte que souvent, il n'y avait pas de mesure, avant d'ouvrir l'espace clos, notamment. Il n'y avait pas de mesure qui était faite après la pause du midi, ce qui normalement devrait être fait. Le respect des temps de mesure n'était pas forcément respecté. Alors normalement, il faut attendre un certain nombre de temps avant que la valeur des contaminants s'affiche sur le détecteur. Ça peut prendre 10, 15, 20 secondes, voire plus. Mais les personnes descendaient l'appareil puis le remontaient tout de suite. Donc on n'avait pas forcément des mesures fiables. Également, comme on voit sur l'image, les personnes descendaient leur détecteur au fond des espaces clos plutôt que d'utiliser des sondes, ce qui peut mener à des lectures un petit peu fausses. Des problèmes d'étalonnage, également des gaz, avec des gaz périmés depuis plus d'1 an. Et comme je vous disais, la formation des intervenants n'était pas toujours adéquate. On s'est rendu compte que les intervenants prenaient des mesures, mais ils n'avaient pas forcément conscience de qu'est-ce que ça représentait. Ils ne savaient pas forcément analyser les résultats. Ils n'avaient pas forcément conscience parce qu'on utilise souvent des détecteurs 4 gaz, ils n'avaient pas forcément conscience qu'ils mesuraient juste 4 gaz, et puis ils ne savaient pas forcément interpréter un écart par rapport à la référence de 20.9 en oxygène. Donc si on a un écart par rapport à l'oxygène, il faut se poser des questions, c'est qu'il y a peut-être un problème, et puis ça, les personnes n'en avaient pas forcément conscience. Également, on a toujours tendance à utiliser des détecteurs 4 gaz, mais les détecteurs par photo-ionisation peuvent parfois être plus adaptés, notamment lorsqu'on a des composés organiques volatiles. Moi, ce n'est pas ma spécialité, là, mais parfois, ça aurait été plus utile d'utiliser ces détecteurs-là et puis les personnes n'en avaient pas conscience. Je reviens par rapport à la formation. C'est ce que je vous disais. Oui, les entreprises formaient les intervenants, mais ils ne donnaient pas forcément de la formation spécifique au rôle des intervenants. La personne qui rentre n'a pas forcément besoin des mêmes compétences que la personne qui va faire la surveillance, la mesure des gaz et mettre en place la ventilation. Et ça, on s'est rendu compte que toutes les personnes avaient la même formation, alors que peut-être que la personne qui met en place la ventilation devrait avoir des compétences un peu plus spécifiques. Et ça, ce n'était pas toujours fait sur le terrain. Il y a également un problème d'harmonisation entre les formations. Il y a des formations qui duraient 3 jours dans certains organismes, et dans d'autres organismes, ça durait juste 2 heures, 2 heures et demie. Donc en 2 heures et demie, là, ça peut être difficile de... Et puis après, tu dis à la personne, va faire la ventilation sur le terrain. Ça peut être un petit peu juste. Également, un point intéressant sur les audits, donc de faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Au niveau des programmes, au niveau des écrits, c'est correct. Il y avait 12 organismes sur 15 qui faisaient une revue de leur programme. Par contre, sur le terrain, lors des interventions, il y avait juste 5 organismes sur 15 qui programmaient donc, des audits, des interventions, donc d'aller voir sur le terrain comment est-ce que ça se passe et de corriger ce qui peut être problématique. Et donc ça, là, c'était quand même assez surprenant. Et notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent des problématiques liées à la ventilation, les temps de ventilation, les mesures de gaz. Donc ces éléments-là n'étaient pas corrigés. Les personnes peuvent prendre des mauvaises habitudes ou dès le départ avoir des problématiques. Et donc ces mauvaises habitudes ne sont jamais corrigées si on ne fait pas de retour d'expérience. Donc ça peut être un point intéressant et important à améliorer dans la gestion des interventions. Dernier point, par rapport à la sous-traitance. C'est sûr que le travail en espace clos, c'est un travail qui est risqué. Donc les entreprises ont souvent tendance à mitiger leurs risques en sous-traitant les interventions. 13 des 15 organismes visités sous-traitaient une partie de leurs interventions en espace clos. Et c'était souvent, bien sûr, les travaux les plus dangereux et les plus spécialisés. Donc, c'est important c'est pas parce qu'on sous-traite, bien sûr, le travail qu'on se dégage de toute forme de responsabilité.
Et donc c'est important pour les entreprises de bien suivre et de bien suivre leurs sous-traitants et pas forcément se fier uniquement à leur carte de compétences. C'est pas parce qu'un sous-traitant a une carte de compétences qu'il va forcément être compétent. On a pu s'en rendre compte sur le terrain. Il va falloir surveiller, auditer également les sous-traitants, il va falloir les prendre en compte. Parce que lorsqu'on discutait avec les gens, le principal problème, c'est que les sous-traitants ne faisaient pas forcément de la ventilation comme il fallait. Ils bypassaient cette étape-là, parce qu'ils veulent gagner du temps. Et les mesures de gaz également n'étaient pas forcément toujours bien faites. C'était vraiment deux éléments qui revenaient souvent, notamment au niveau de la sous-traitance. Donc ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Je vais laisser la parole à Ali qui va plus parler de temps de ventilation avec une étude de cas. Merci Damien. Là, par rapport aux espaces clos, on trouve une certaine similitude si on part d'un espace à un autre. Et le fait juste de mesurer, des fois, on peut avoir une mauvaise information. Imaginons le lisier, par exemple, on a une décomposition et les gaz pourraient être emmagasinés dans une couche de liquide emprisonné par une couche épaisse à la surface. Et dès qu'on touche cette surface-là, les gaz peuvent sortir et donc on pourrait être exposé et avoir des problèmes d'intoxication. Ici, j'ai pris un exemple pour une étude de cas pour ventiler un espace clos. Et j'ai utilisé un projet que j'ai fait 5 ans maintenant pour déterminer, par exemple, le temps de ventilation en utilisant une ventilation forcée par soufflage. Donc, un silo permet d'emmagasiner du fourrage et on a un effet, les 30 premiers jours presque, on a un effet de fermentation qui va engendrer une production de NO2 et de CO2 en grande quantité et de NO2 aussi. Donc, les premières rentrées, surtout, il faut ventiler avant d'intervenir et on ne connaît pas quel débit on va utiliser, quel temps on va respecter, etc. Et donc, ça a amené à une étude pour analyser le temps de ventilation nécessaire avant l'intervention. Ceci dit, il faut ventiler avant l'intervention, mais il faut continuer aussi de ventiler lors de l'intervention. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gaz emmagasinés dans le fourrage et qui vont pouvoir être émis lors de l'opération et exposer la personne. Donc pour ceci, on a mis en place un mini-silo au laboratoire et on a essayé de respecter la proportionnalité au niveau hauteur et diamètre. Puis on a ventilé ce silo après avoir injecté du CO2 à une certaine quantité et on regarde le temps de ventilation nécessaire pour ramener les concentrations de CO2 similaires à celles du milieu ambiant. Et on a fait parallèlement des calculs en utilisant les CFD, le logiciel commercial Fluent, et on a pris une configuration similaire. Le but ici, c'est de valider les calculs de simulation numérique avec des mesures expérimentales et après faire une étude paramétrique pour pouvoir déterminer le temps de ventilation. Donc ici, on donne une validation. Tout ce qui est point, c'est des données expérimentales. Et tout ce qui est en tiré, c'est des simulations numériques à différents débits. Et on voit qu'on obtient ici un bon accord entre ce qui est expérimental et les simulations numériques. Ceci nous donne un confort sur les calculs CFD et ça nous permet de faire l'étude paramétrique. Et comment on va déterminer le temps de ventilation? Donc, on injecte du CO2 dans notre espace, puis on ventile jusqu'à aboutir à une concentration acceptable, par exemple 99% des concentrations qu'on va trouver dans le milieu ambiant de silo. Et le temps initial, le temps final moins le temps initial nous donne le temps de ventilation nécessaire qui va nous permettre de pénétrer dans le silo pour faire les opérations qu'on souhaite faire. Donc l'étude paramétrique a permis, donc il y avait plusieurs calculs de CFD qui ont été effectués en changeant les paramètres, la concentration initiale de CO2, la concentration de l'oxygène, et aussi le débit de ventilation et le volume de notre silo, ce qui a permis de trouver un temps de ventilation qui a une expression que je vous présente ici. Vous allez dire que c'est une belle
expression, mais on ne peut pas l'utiliser sur le terrain. Ce qu'on a essayé de faire après, c'est de considérer un cas spécifique. On n'avait que des gaz, que du CO2. Et ça nous permet de réduire l'expression compliquée à une expression plus facile, delta T, qui est comme expression 4 fois volume à ventiler, c'est-à-dire l'espace libre de silo à ventiler, sur le débit de ventilation. Et ce qu'on regarde ici, dans le cadran, ce n'est que 1 sur le taux de changement d'air par heure. Donc il faut respecter 4 fois l'inverse du taux de changement d'air par heure pour pouvoir pénétrer dans le silo. Donc ici, c'est un exemple qu'on pourrait faire appliquer à d'autres espaces clos. Et je laisse la parole à Damien pour finir. Bon, juste un dernier mot pour faire une petite conclusion. On a pu voir que dans les organismes qu'on a visités, ils étaient sensibilisés aux besoins, bien sûr, de maîtriser les risques atmosphériques et de faire la ventilation. Par contre, on a pu voir qu'il y avait encore un certain nombre d'éléments à améliorer, notamment en termes d'analyse de risque, de systématisation, d'informations à donner aux décideurs sur le terrain pour qu'ils puissent préparer son intervention de façon optimale. Également en termes d'audit des pratiques, je pense qu'il y aurait des améliorations à faire à ce niveau-là pour faire en sorte que les intervenants améliorent leurs pratiques sur le terrain. Un élément également intéressant dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'intégration de la ventilation dans la conception des espaces clos. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu sur le terrain et dont on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est-à-dire d'intégrer finalement le mécanisme de ventilation dans l'espace clos qui est présent. Ça permet au moins de régler les risques atmosphériques de façon plus directe, mais ça c'est encore quelque chose qui est difficile et qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. C'est sûr que ça demande des moyens un petit peu plus grands, mais ce serait une solution qui permettrait de régler dans certaines situations adaptées le problème des risques atmosphériques. Donc voilà, merci beaucoup.